Bienvenue. Et moi, je suis un peu impliqué dans ce qui va se présenter aujourd'hui aussi. Donc, je prends la liberté de présenter les deux conférenciers que je connais depuis longtemps. Euh, L'un est à côté de moi ici, c'est Nicolas Goulet, qui fait sa maîtrise ici à l'UQAM en informatique. Oui. Et est-ce que je ne peux pas annoncer autre chose parce que c'est... Non, parce qu'il n'y a rien à annoncer. Il y a annoncé, mais ce n'est pas officiel. C'est la maîtrise, c'est tout. D'accord. Et puis Marcos Lopez, qui est à San... Décris ta ville un peu, en quelques mots. D'écrire la ville, hein. C'est pas Enfin, lui non. donner un nom, c'est de l'écrire. Mais Eh est-ce que bien, c'est haut dans les montagnes? Est-ce que c'est près de la mer? non, c'est pas près de la mer. Enfin, je suis à Sao Paulo, au Brésil. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. On est à 60 kilomètres de la mer. Très bien. Alors, c'est là, je ne sais pas où sont les autres, mais là, une des personnes est assez loin dans les jungles de Brésil. Il n'y a pas de jungle à São Paulo. Non, pas vraiment. Euh, alors, Nicolas est un informaticien et psychologue, tandis que Marcos Lopez est linguiste, plus que linguiste, je dirais, mais linguiste aussi. Euh, et les deux ont travaillé sur le projet dictionnaire. Mais avant de présenter le projet dictionnaire, je voudrais décrire un peu je voudrais décrire un peu l'arrière-plan du projet. Le langage naturel consiste, comme nous le savons, de mots et de combinaisons de mots. On appelle les phrases. Les mots sont des formes arbitraires. Est-ce qu'on fait en sorte que je ne sois pas... Je sais pas qu'est-ce qui s'est pas vu. C'est quoi que c'est passé? Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est entré chez Mylène et maintenant... Je sais pas. Les mots sont des formes arbitraires. On les appelle les symboles, mais il faut laisser entrer quelqu'un. Euh, et signer les formulaires, s'il vous plaît. C'est le premier séminaire de l'année et c'est clair que ça va dérouler la semaine prochaine. Euh, les mots sont arbitraires de forme. Le mot chat ne ressemble pas à un chat. C'est la même chose en informatique et en mathématiques. Les symboles de égal, etc., n'ont rien à voir avec rien. C'est des formes arbitraires qu'on utilise selon des règles. Les mots en langue naturelle se réfèrent à des choses individuelles, à des types, des catégories de choses où euh, les catégories seraient comme les oiseaux ou les couleurs, ou encore aux attributs, en anglais, des choses comme la taille ou la forme. Une fois dit en passant, les attributs sont aussi des catégories. Donc, les catégories figurent largement dans cette histoire. Outre les langues naturelles comme le français ou l'anglais, il existe les langues formelles telles que le calcul propositionnel en mathématiques ou Python en programmation informatique. Dans une langue naturelle, ce n'est pas les mots qui se réfèrent à quelque chose. Pas tous les mots qui réfèrent à quelque chose, mais beaucoup. Donc, 99% des mots réfèrent à quelque chose, comme chat et catastrophe. Ils ont des référents. C'est un objet ou une condition ou un état auquel ils réfèrent. On peut en principe pointer vers le référent. Et ces mots-là qui ont un référent s'appellent des mots de contenu. Des mots de contenu. Savoir ce qui est le référent d'un mot revient à peu près à être capable de reconnaître
et de pointer son référent. Est-ce que Joanne est là? Non, il n'est pas là. Il y a quelqu'un qui travaille sur le langage des signes qui a dit que, récemment que peut-être que c'est plus simple pour ceux qui utilisent utiliser le langage des signes parce qu'il y a une similarité entre les signes et les objets. Et en plus, on peut, quand on parle langage des signes, on peut pointer. Mais oui, on peut pointer si l'objet est présent, mais si l'objet n'est pas présent, on est aussi perdu qu'avec une langue euh, vocale. Et en plus, il y a des choses comme la démocratie auxquelles on peut pointer dans son idée, mais on ne peut pas pointer dans le paysage. Les 1% qui manquent là, les mots de contenu, c'est 99%. Les 1% qui manquent là sont des mots de fonction, comme le, par, et, etc. Ces mots-là n'ont pas de référent. Les mots de fonction ont seulement une fonction ou un usage. Leur usage est syntaxique ou formel. Ils sont définis par les règles qui régissent leur utilisation pour former des phrases bien formées, syntaxiquement. Les langues formelles, comme les langues mathématiques et de programmation, ont également des symboles comme et ou, et, etc. Mais à la différence des mots du contenu des langues naturelles, tous les symboles des langues formelles sont exclusivement syntaxiques. Ils sont définis par des règles concernant leur utilisation en combinaison. Mais contrairement aux mots des langues naturelles, les symboles des langues formelles ne se réfèrent pas. Les symboles des langues formelles sont purement syntaxiques. La forme des symboles, que ce soit en langue naturelle ou en langue formelle, est arbitraire. Comme j'ai dit, dans une langue naturelle, leur forme ne ressemble pas à celle de leur référent. Dans le langage des signes, peut-être un peu, mais en général, je dirais que comme certaines métaphores en langue orale sont des métaphores fortes, comme le pied de la table. La table n'a pas de pied, c'est pas un animal, mais tout autant que ça, les métaphores qu'on a en langue orale, les similarités entre les signes qu'on utilise pour ce qu'on veut signer en langage des signes, on dirait que la similarité est une similarité morte. On s'en utilise plus maintenant. Donc, ces deux sortes de langues sont un peu en, en parallèle dans ces sens-là. C'est pas vraiment différent le langage des signes, mais on saura, j'espère, euh, tout peu, pas si peu, si du point de vue des choses qu'on va discuter ici aujourd'hui, le dictionnaire, la définition, etc., est-ce que le langage des signes sera différent du français et de l'anglais? On ne sait pas. Vous pouvez m'interrompre, par exemple, parce qu'on m'a donné un petit peu plus de liberté avec l'introduction. Euh, Si les formes arbitraires des mots de contenu ne ressemblent pas à celles de leurs référents, comment sont-ils connectés à leurs référents dans la tête de l'utilisateur? J'insiste sur cela. On parle beaucoup de ChatGPT et les systèmes autonomes, mais pour le moment, quand on parle littéralement de la langue et du sens et du lien, c'est la tête de l'utilisateur, le locuteur dans le cas du langage, dont il s'agit quand je parle du lien entre le mot, le symbole arbitraire et le référent. C'est ce qui se passe dans la tête. Les mots de contenu sont ancrés ou connectés à leur référent de deux manières. Et on parlera d'une de ces deux manières aujourd'hui, mais vous verrez que c'est très important d'éclairer ce qu'on peut faire avec cette deuxième manière. Mais il y a une première manière et Nicolas, on ne va pas parler de la première manière, mais Nicolas, pas Marcos, mais Nicolas a travaillé sur les deux manières. Vous allez savoir ce que c'est tantôt. Donc, deux manières
directement ou indirectement. On va parler de l'indirect, de la manière indirecte. Les deux conférenciers, comme je dis, ne discuteront ici que la connexion indirecte, bien que Nicolas travaille sur la connexion sensorimotrice, l'ancrage direct en plus. L'ancrage indirect d'un mot, de contenu, en son référent, se fait par l'intermédiaire d'autres mots de contenu. Vous voyez déjà pourquoi c'est indirect. Consultez un dictionnaire, vous voyez une série de mots, il y a un mot que vous ne comprenez pas, alors vous consultez d'autres mots pour comprendre à quoi réfère le mot que vous ne connaissez pas. Et comme j'ai dit, de savoir le référent, l'utilisateur sait le référent d'un mot si en principe il peut pointer, peu importe que ce soit un chat ou un chimère qui est abstract, c'est quelque chose qu'il a à l'idée et c'est à ça qu'il réfère. Ignorant. Euh, La définition d'un mot de contenu dans un dictionnaire est une proposition sujet-prédicat. Quand on cherche un mot dans un dictionnaire, il y a un mot à définir et puis il y a les mots qui définissent ce mot à définir. Dans laquelle le mot de contenu défini est le sujet et le prédicat consiste des mots de contenu définissant qui renvoient aux attributs du référent, qui distinguent ce référent des référents d'autres mots de contenu. C'est aussi simple que ça. On a un mot, on veut savoir à quoi ça réfère, on consulte un dictionnaire, on ne sait pas ce que veut dire le mot, on cherche la définition, on a une définition, une pomme, c'est un fruit rond et rouge, mais on ne sait pas ce que veut dire. Si on ne sait pas ce que veut dire fruit, ou rond, ou rouge, on peut consulter encore. Gardez à l'arrière-plan de l'idée ChatGPT et les grands modèles de langage, parce que c'est ça ce qui a fait ressurgir le problème dont on s'occupe maintenant, c'est l'époque des grands modèles de langue qui il y a des linguistes, pas Marcos, je crois, mais il y a des linguistes qui prétendent que grâce aux langues modèles, grands modèles de langue comme ChatGPT, euh, on a démontré que Chomsky n'a pas raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grammaire universelle ou bien que c'est apprenable par une des grands modèles, un des grands modèles de la langue. Alors, un chat pourrait se définir comme un petit mammifère poilu, mais il faut savoir ce que veut dire poilu, mammifère, etc. Et c'est pour ça que la consultation au dictionnaire est indirecte et pas directe. Et on ne parlera pas directement du direct, mais vous pouvez poser des questions sur l'ancrage direct après, parce que ça devrait vous troubler. D'accord, je vois ce qu'on peut faire avec un dictionnaire, mais comment on déclenche toute cette affaire-là? Toutes les définitions sont approximatives plutôt qu'exactes ou exhaustives, mais définition verbale. Mais l'approximation peut être resserrée et si on ajoute davantage d'attributs définitoires, si au lieu de dire petit mammifère poilu, on ajoute d'autres attributs du chat, on resserre un petit peu l'approximation, mais c'est toujours approximatif. Que faire si l'utilisateur du dictionnaire ne connaît pas le référent de certains des attributs définitoires dans une définition? Cela peut être corrigé en consultant la définition des attributs manquants, comme j'ai dit. Cette procédure de consultation est récursive. Elle se poursuit jusqu'à ce que tous les mots définitoires soient ancrés dans la tête de l'utilisateur grâce à cette manière indirecte par des consultations successives. Je répète, vous pouvez m'interrompre. Je n'aime pas ce silence lumineux. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? D'accord.
Dans un dictionnaire complet, comme j'ai dit, il s'agit des mots de contenu qui définissent les autres mots. En ce sens, le dictionnaire est à la fois complet, est à la fois incomplet et circulaire. Incomplet, excuse. C'est complet, on a tous les mots, mais c'est circulaire. On ne peut pas trouver un mot sauf en cherchant d'autres mots. Il en découle qu'un mot ne peut pas être ancré uniquement à partir d'un ancrage indirect de son référent. Et ça, il faut réfléchir à ça pendant que vous entendez le propos des conférenciers. Puisque tous les dictionnaires sont circulaires, la seule façon d'ancrer indirectement le référent d'un nouveau mot de contenu est que l'utilisateur doit déjà connaître le référent d'un nombre suffisant de mots pour garantir la convergence des consultations. Je peux chercher des mots par définition, mais il faut des mots de départ que j'ai autrement que par la définition. Evan, Oui. pourquoi vous dites que c'est complet, puis vous vous êtes repris, vous avez dit c'est complet. Je ne comprends pas la complétude, si justement c'est circulaire. Puis... Bonne question. Euh, La langue est complète en ce sens qu'à ce moment-ci, en français, les mots qui sont reconnus par l'Académie française, on peut les utiliser pour parler des choses. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans le dictionnaire et qui ne sont pas approuvées. La question que tu poses, c'est une question sur la lexicalisation. Si je dis le chat est sur le tapis, ce n'est pas une définition de dictionnaire, il n'y a pas de nouveau mot là-dedans, mais je pourrais dire que c'est quel chat, tu me dis le mot du chat et je dis d'accord, je vais me mettre une entrée dans le dictionnaire que le chat qui s'appelle Mimi était sur le tapis mardi. On ne met pas ça dans le dictionnaire. C'est dans ce sens-là qu'il y a des choses qui ne sont pas lexicalisés, qui ne sont pas rendus mots, qui ne sont pas dans le dictionnaire. Mais la langue, en tant que telle, est complète. Ce qui se dit, ce qu'on a, les référents qu'on a baptisés avec des mots, déjà, sont là comme des référents et on peut y référer. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça précise. Donc, les liens entre les mots définissants et les mots définissés dans les dictionnaires peuvent être représentés par un graphe orienté. J'étais parti de ce projet au début, mais maintenant, le grand expert sur l'aspect de graphe orienté est assis à côté de moi, hâte de parler. Ouais, je peux m'occuper des graphes. Pardon? Je peux m'occuper des graphes. OK. Alors, je n'en parle pas. Les graphes, je vais préparer le sol et tu vas m'interrompre si je dis quelque chose de faux. Les graphes des dictionnaires peuvent être analysés pour les réduire au plus petit nombre de mots qui doivent déjà avoir été ancrés directement, ce dont on ne va pas parler, pour que tous les autres mots puissent être ancrés indirectement de la façon dont va traiter Marcos et Nicolas, par des définitions. Cet ensemble minimal d'ancrage, ou MIN7, est le plus petit. Écoutez bien, parce que Odile m'a grondé pour ça aussi. Euh, ce, donc, ce que je dis à première vue est erroné, mais je vais tout de suite corriger ça. Je savais pendant que je disais quelque chose de faux que c'était faux. J'ai fait exprès. Cet ensemble minimal d'ancrage, le plus petit nombre de mots, il faut avoir ancré autrement pour que tous les autres mots, on peut les aborder à partir des définitions qui consistent de ces mots-là. Et le plus petit, donc on sait que c'est le plus petit mot qui peut garantir que tout le reste du dictionnaire puisse ensuite être ancré indirectement par les définitions combinatoires à partir de ce MIN7. Et soit dit en passant, vous pouvez consulter à partir de cela quand vous êtes ancré ChatGPT et il peut vous informer exactement comme une vraie personne qui a une tête avec des mots ancrés, mais il n'a pas de mots ancrés. Il a tout simplement
ce qu'il a chippé de ceux qui ont beaucoup parlé, beaucoup écrit, et puis été ramassés dans cette immense base de données qu'il a avalée en 2002 et qui continue à avaler. Il peut nous servir de dictionnaire, d'encyclopédie, de copain avec lequel on peut papoter, mais il ne comprend rien. Vous êtes libre à contester ça, mais je continue sur cette prémisse. Donc, tout le reste, lorsqu'on a les mots de départ, l'ensemble minimal, peuvent se faire par le combinatoire. Les phrases, sujet, prédicat, vrai, faux, fausses, qui expriment d'autres vérités, peut-être des vérités lexicalisées avec un mot, ou bien des vérités où on dit en passant, oui, le président, oh là là, le président actuel. La dépression me prend déjà. Je ne dénomme pas la personne, mais on peut le dire. On ne le met pas dans le dictionnaire, heureusement, mais on le met ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la médaille? Bon, Ben, d'accord. Oui, il y a ça. Tout d'abord, 100 milliards. tous les mots de contenu qui ne définissent aucun autre mot peuvent être supprimés de manière récursive. Je n'en parle pas, c'est Nicolas qui va en parler, à condition qu'ils soient atteignables par des définitions à partir des mots restants. Cela donne le noyau, je m'excuse, je mentionne le terme de l'art, le noyau du dictionnaire, un sous-ensemble du dictionnaire qui peut définir tous les mots qu'il contient, ainsi que tous les mots ayant été retirés récursivement du dictionnaire. Donc le noyau constitue lui-même un dictionnaire. Réfléchissez là-dessus, si ce n'est pas évident. Il y a le dictionnaire, il y a cette réduction récursive, puis ensuite il y a le noyau, et lui peut définir tout ce qu'on a enlevé ainsi que tout ce qui reste, donc c'est un dictionnaire aussi, plus qu'un dictionnaire. Le noyau d'un dictionnaire est unique et peut définir tout le reste du dictionnaire original, mais il ne constitue pas un min-set, comme j'ai décrit. Il n'est pas le plus petit ensemble de mots qu'il faut déjà avoir entré en direct pour que tout le reste soit abordable indirectement par ChatGPT ou par un dictionnaire. À l'intérieur du graphe du noyau, peut-être que je ne devrais même pas dire ça, se trouve, est-ce que tu vas définir tout ça? Alors, je vais sauter. Il y a le cœur, je cède à Nicolas pour définir le cœur. Il y a ensuite aussi les organes mignons. Et puis, il y a des satellites autour du cœur. C'est lui qui va définir tout ça. Les min-7 sont en partie constitués de cœurs et en partie de satellites. Leur taille minimale peut être calculée, mais contrairement au noyau et au cœur, les min-7 ne sont pas uniques. C'est ça ce que Odile m'a grondé. C'est un autre théoricien de graphes qui est impliqué dans le projet. Il m'a dit, mais tu as dit l'ensemble minimal, mais il y en a beaucoup. En effet, je vous ai leurré en disant que l'ensemble minimal a une cardinalité minimale. Le nombre de mots là-dedans est minimal. Mais il y a beaucoup d'ensembles minimaux dans le cœur, dans le noyau. Et Nicolas va peut-être en parler aussi. J'ai presque terminé. Les min-7 sont en partie du cœur, etc. Min-7 ne sont pas uniques. Chaque dictionnaire contient un grand nombre de min-7, etc. Si on compare la fréquence et l'âge à laquelle le référent d'un mot a été acquis, des mots du cœur avec ceux des mots du reste du noyau et aux mots de la périphérie du dictionnaire, le reste, ce qu'on a enlevé de la façon de Nicolas, il s'avère qu'il y a un gradient. Les mots du cœur étant appris plus jeunes, étant plus fréquents dans le langage oral et écrit que les mots hors cœur. Marcos va en parler. Nicolas de l'UQAM décrira comment les noyaux, cœur, satellite et min-7 sont calculés. Il va peut-être aussi traiter, j'étais prêt, il va peut-être aussi traiter de nouveaux résultats pour les dictionnaires français. Ah oui? OK. Car jusqu'à présent, seuls les dictionnaires anglais ont été analysés.
Et puis, pour les résultats sur l'âge, de fréquence, etc., il y a de nouvelles bases de données plus importantes. Marcos va décrire en quoi ça diffère de ce qu'on a utilisé avant, qui vont mettre à jour cette question de fréquence et de âge d'acquisition. Avec ça, ça me fait plaisir de céder le volant. Juste une petite question, en fait. Pourquoi moi? Adresse-le. Ah, ben, je pourrais aussi, Vas-y. j'avoue, Vas-y. dire durant la présentation aussi, là, parce que ben, tout ça, c'est un peu nouveau pour moi. Puis, plutôt, là, vous parliez des grands modèles de langage Oui. qui n'ont pas de référent, puis que ils n'ont pas cet ensemble d'ancrage-là. Attention, même s'ils l'avaient, ça ne servirait à rien. On peut leur donner autant de mots qu'on veut. Ils n'ont pas l'ancrage. Ce n'est pas l'ensemble de mots qui manque, c'est l'ancrage direct. OK, donc l'ancrage direct, c'est ça. Mais, comme, tu sais, je ne veux pas à l'avocat du diable ici, là, mais Si, comment est-ce qu'on sait que nous, on a cet ancrage-là? Puis est-ce qu'on a des... Attention! Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Comment tu sais que tu as compris? Est-ce que tu as l'ancrage pour ce mot-là? Oui, j'ai Voilà la réponse à ta question. C'est ça. Mais je cherchais par contre une réponse un peu plus spécifique au sens où est-ce qu'on possède des éléments probants du type comme où on serait capable d'associer une certaine région du cerveau pour des mots d'ancrage différemment, qui seraient une région différente, plus précise, que pour des mots en général. On a ça? Je peux répondre à ça. Je peux dire chose, mais le problème de l'ancrage du symbole, ça reste un problème qui est ouvert. Donc, comment nous, les humains, le mécanisme précis de comment et pourquoi on est capable d'ancrer dans des symboles les choses auxquelles ils réfèrent dans le monde, ça demeure un problème ouvert maintenant. Je pense que Steven a fait la démonstration que j'espère pour dire, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour savoir que nous, on a l'ancrage, c'est que les mots ont un sens pour nous, on n'est pas des zombies philosophiques et tout ce que John Searle a, je sais pas si j'ai parlé du dictionnaire chinois, non, gros. On n'en a pas parlé. Juste la notion, par exemple, que tu ne peux pas apprendre une deuxième langue à partir d'un dictionnaire dans la deuxième langue uniquement. Il faut, disons, disons, tu ne sais pas parler italien, tu ne peux pas juste prendre un dictionnaire italien, puis apprendre l'italien à partir de ça. Il faut que tu aies ancré au préalable certains mots. Puis, si je peux donner une réponse rapide, puis aussi pour dire pourquoi le cerveau ne nous aide pas, bien, c'est sûr que la question de oui, donc là, si on se demande comment et pourquoi les humains, on est capable d'ancrer des symboles, oui, donc les régions du cerveau, quand on détecte ça, c'est avec l'oxygénisation sanguine. Donc, savoir qu'à un point précis, il y a l'oxygénisation quand un mot est présenté ou dans quelle région, ben, ça nous aide pas plus à savoir, bon, ben, comment est-ce qu'on fait parce que on a plein d'informations en neurosciences, en temps réel, où et quand se passe. Pourtant, on n'a pas de AGI qui fait de l'ancrage. Donc, ça ne nous aide pas ça aide à générer des hypothèses, mais a priori, ça ne va pas nous aider à comme percer le cœur difficile du problème de l'ancrage. Neurosciences serait peut-être pris de ce qu'on pour ça. Aussi, un langage ne peut pas être utilisé juste par une personne. Il faut qu'il y ait une communauté aussi avec qui le partager parce que sinon, ça ne peut pas juste être individuel. Oui, mais c'est sûr que je pense que moi, je fais attention parce que je ne porte pas un chapeau de linguiste, mais dans le contexte maintenant de ce qu'on présente aujourd'hui, on parle vraiment des langages naturels, donc les langages qui évoluent entre les humains. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce que je parle aujourd'hui, c'est juste des langages qui existent entre humains. Là. Il n'y a pas de comme formalisme. Je ne m'intéresse pas au formalisme pseudo-langage que les individus pourraient évoluer. C'est une question différente, ça, je pense. Bref, ce n'est pas en jeu. Personne n'a levé la question à quoi ça sert le langage. Ce que tu dis est vrai. Ce qu'on dit ici ne dépend pas de ça. Donc, donc, Étienne a couvert les motivations en sciences cognitives. Je pense que peut-être la seule chose que j'aurais ajoutée, c'est si on se pose la question, c'est quoi le plus petit ensemble de mots qu'on a besoin de connaître pour apprendre tous les autres? Ben, c'est un peu difficile méthodologiquement d'étudier le cerveau des gens, puis il y a plein de différences entre les individus, de différences entre les langues. Donc, méthodologiquement, c'est très difficile à évaluer. C'est pour ça que ce qu'on peut faire à la place, c'est prendre un dictionnaire qui se veut être un ensemble fini de tous les noms de catégories qui existent dans une langue. Puis à partir de ça, on pourrait peut-être trouver l'ensemble minimal à partir duquel on peut apprendre tous les autres. Donc,
c'est pour cette raison méthodologique-là qu'on travaille avec les dictionnaires. C'est plus facile à approcher. Je vais rentrer rapidement dans le sujet, mais je vais juste quand même faire très rapidement des alertes de terminologie, de théorie des graphes, au cas où il y a des gens qui n'ont pas fait ici la théorie des graphes. Donc, la théorie des graphes, arrêtez-moi si vraiment, tout le monde connaît vraiment ça, mais la théorie des graphes, c'est un sujet très cool et utilisé dans plusieurs domaines. Pour dire très rapidement, c'est juste une abstraction de choses qui existent dans le monde. Donc, dans un graphe, on va avoir des nœuds, des genres de cercles, qui représentent des concepts, des entités. Par exemple, des atomes d'hydrogène reliés avec des atomes d'oxygène ou des points sur une carte. Puis, dans des graphes, on va aussi avoir des arcs ou des arêtes qui représentent les relations entre ces concepts et ces entités-là. Puis les use cases de ça sont vraiment nombreux, là, comme les réseaux sociaux. Quand, disons, vous avez des recommandations d'amis sur Facebook, c'est parce qu'ils utilisent la théorie des graphes pour modéliser les relations entre utilisateurs. Quand Amazon vous propose d'acheter un nouvel objet en fonction de vos clics précédents, c'est parce qu'ils ont un immense réseau qu'ils construisent à partir de vos choix de consommateurs. Plus récemment, il y a beaucoup de buzz autour de ça, mais faut avoir certaines réserves. C'est la découverte de des médicaments grâce à la théorie des graphes. Vous avez peut-être entendu parler d'AlphaFold et de Google qui disent qu'ils ont découvert comme des millions de molécules qui vont changer la vie de tout le monde demain, mais on n'est pas encore là. Par contre, ça fait des progrès importants. Et les trois dernières choses, comme vraiment juste de base que je voulais mentionner avant d'aller plus loin, qui vont être importantes pour parler des structures tantôt, c'est trois éléments de la théorie des graphes qu'on appelle les chemins, les composantes fortement connexes et les cycles. Donc, c'est vraiment simple. Tantôt, Étienne a parlé des cœurs et des noyaux. Les cœurs, en fait, je vais les redéfinir plus tard, mais c'est la plus grosse composante fortement connexe du dictionnaire représentée en graphe. Donc, c'est quoi une composante fortement connexe? C'est tout simplement dans un graphe donné euh, un sous-ensemble de sommets à partir desquels on peut prendre n'importe quelle paire arbitraire, puis il va exister un chemin. Donc ici, je peux prendre n'importe quel entre 1, 2, 3, 4, puis je peux trouver un chemin pour me rendre de 4 à 1 et de 1 à 4. 3 à 2, 2 à 3, inversement. Tout ceux-là. Et inversement, de la même couleur, ces deux composantes fortement connexes, 5, 6, 7 peuvent toutes se rendre l'un à l'autre, peu importe quelle paire on choisit, pareil pour ceux-là. Donc, ça, c'est des composantes fortement connexes. Dans ça, il y avait sous-entendu la définition de chemin. Donc, un chemin, c'est assez évident. Qu'il existe un chemin, ça veut dire qu'on peut se déplacer par les arcs de 1 vers 4. Et la dernière notion que j'aimerais mentionner avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est les cycles. Donc, les cycles, c'est tout simplement un chemin qui commence et termine au même endroit. Donc, ici, on ne va pas essayer de les énumérer, il y en a beaucoup trop, mais on pourrait voir, par exemple, un cycle de 1, 3, 4, 2, 1 ou 1, 2. C'est toutes des formes de cycles, donc des chemins qui commencent et terminent au même endroit. Donc, maintenant que toutes ces choses-là de base sont claires, on peut. Je vais entrer un peu de sujet, puis quand ça revient, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je vais parler rapidement de la méthodologie aujourd'hui, c'est ça que je vais vous présenter surtout. Euh, donc, comme Étienne l'a présenté plus tôt, on peut représenter une définition comme un graphe. Donc, ça veut dire qu'on peut prendre. Premièrement, comment. En fait, justement, il y a trois choses que je vais vous parler aujourd'hui. C'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour créer des dictionnaires, comment est-ce qu'on fait pour créer des graphes à partir des dictionnaires, comment est-ce qu'on fait pour isoler les structures de ces graphes-là dans des dictionnaires, puis comment est-ce qu'on fait pour trouver les ensembles minimums, les ensembles d'ancrage minimaux à partir des dictionnaires. C'est vraiment ces trois aspects-là que je vais couvrir dans la méthodologie aujourd'hui. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on fait pour transformer un dictionnaire en un graphe? Bien, la première étape, c'est de prendre chacune des définitions individuellement, puis de les convertir comme un graphe. Puis comme Étienne l'a dit, on fait cet exercice-là seulement avec les mots de contenu, on rejette tous les mots de fonction. Donc, par exemple, si on a une définition pour le mot lexicographe qui donne une personne qui pratique la lexicographie, notre graphe résultant de cette définition-là sera suivant à droite qui dit lexicographe, personne pratique lexicographie. Dans ces graphes-là, les nœuds sont juste des mots dictionnaires et les arcs représentent des relations définitionnelles. Donc, dans notre arc, quand un nœud pointe vers un autre, ça veut dire que ce nœud-là est utilisé pour définir ce nœud-là. Donc, c'est comme ça qu'on crée les relations définitionnelles à partir des graphes. Donc, ça, c'est la première étape. On prend chaque définition, on crée un graphe. La deuxième étape est assez simple, c'est de juste combiner, donc, si, disons, ailleurs, on a la définition de personne, on a la définition de pratiquer, on a la définition de lexicographie, on va pouvoir les ajuster, par exemple. C'est comme une personne, c'est un être humain sans égard au sexe, ou lexicographie, c'est l'art de confectionner des dictionnaires, par exemple. Donc, on crée plusieurs définitions comme ça, puis on les mélange toutes ensemble, on les combine,
ce qui donne une espèce de gros réseau qui représente le dictionnaire. Donc, ça, c'est juste une représentation simplifiée, parce que dans les faits, les dictionnaires, ils ont comme plusieurs centaines de milliers de mots. Oui. Euh, Si on retire les mots de fonction de toutes les définitions, est-ce que, mettons, par exemple, pour deux définitions de deux mots différents, mais qui ont les mêmes attributs, mais avec un modificateur avec et sans, est-ce qu'on ne se retrouve pas avec des noms de singes? Tout à fait. Ben, ça, c'est des limitations méthodologiques importantes puis c'est pas une chose que j'avais prévu de couvrir aujourd'hui, mais une chose que je dirais sur ça, c'est que il y a des choses, il y a deux éléments à la réponse. C'est que, premièrement, euh, pour les raisons de motivation de sciences cognitives, certains mots de fonction ne sont pas intéressants. Par contre, c'est un problème qui, effectivement, si, disons, je donne un exemple vraiment bête comme euh, blanc est défini comme non noir, puis une autre chose est définie comme très noir, ben, ça veut dire que les deux sont définis par le même mot. Puis on a malheureusement faut le garder en tête, dans notre méthodologie, il y a des artefacts comme ça. Il y a même des mots qui vont se retrouver pas définis parce qu'ils vont juste avoir des mots de fonction, par exemple, à l'intérieur. Puis ça, c'est malheureux, mais c'est souvent en lien avec la mauvaise qualité des définitions d'un dictionnaire. Parce qu'effectivement, si je veux définir un concept, puis que je donne juste un mot de fonction et un autre nom de catégorie, ben, je donne quasiment un synonyme, donc, ou un antonyme. Par contre, l'autre aspect que je veux dire, ça, c'est que, et je pense que c'est quelque chose auquel Steven est sensibilisé récemment, c'est que, Étienne, excuse-moi, Étienne, euh, que, il y a certains mots de fonction qui jouent quand même un rôle important dans le langage. Donc, c'est sûr que, par exemple, la négation, la conjonction, ça joue des rôles importants dans le langage naturel, puis même dans l'ancrage des symboles. Donc, on serait capable de comprendre la conjonction, mais de la manière précise que ça. Je ne vais pas faire des mètres d'hypothèses sur ça, mais. Donc, oui, c'est une approximation qu'on fait, mais c'est approximatif en nature comme projet. Oui. Parfois, disons aussi des mots qui auraient deux définitions. Comment vous les avez abordés aussi? Ben, ça, c'est une chose qui allait venir plus loin, mais ce que je peux déjà dire, disons, c'est qu'il y a un peu un enjeu qui est inhérent à la théorie des graphes. Et donc, on veut des étiquettes uniques à un mot. Donc là, je vais juste comme utiliser l'abcès puis dire la chose pas le fun. En fait, ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on conserve uniquement la première définition de chaque mot. On assume que quand un mot est utilisé dans une définition, c'est cette première définition-là qui est utilisée. Maintenant, ça a plusieurs désavantages, mais à la fin, je vais vous présenter une méthodologie pour passer outre ça. Mais ça a des désavantages certains comme. Peux-tu demander à Marcos s'il entend les questions qui se posent ici? Sinon, tu dois les répéter. Ah, ben, oui, je pense qu'il entend. Il Oui. réagit. Oui, je les entends. Les questions Merci. de la salle. Oui, je les entends très bien. Donc ça, pour répondre à la question, donc, ça, on conserve juste la première définition, puis ça, c'est à cause qu'il y a plusieurs enjeux. Ça fait on assume toujours qu'il y a un seul sens au mot utilisé, puis ça fait qu'il y a des fois, disons, si on avait des étiquettes différentes pour les différents sens d'un mot, mais disons, on aurait moins de mots utilisés pour définir. Disons, le même mot, le même sens est assumé d'être utilisé en plus de définitions qu'il l'est réellement. Puis ça cause des problèmes aussi en théorie des graphes que je me suis. Oui. Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à vos diapositives? Ça va me faire plaisir de les rendre disponibles. Mais ça, je veux spécifier, c'est vraiment, ça, c'est un exemple jouet. Puis on va tout définir ce qui est là plus tard, mais pas trop le prendre au pied de la lettre parce qu'il y a des erreurs importantes dedans. Mais si je peux donner une idée de comment on combine tous les graphes, puis que ça donne une espèce de gros réseau. Euh, ouais, donc c'est comme ça qu'on crée les dictionnaires. Donc c'est vraiment comme ça qu'on crée les dictionnaires à partir qu'on crée les graphes à partir des dictionnaires. Donc, on prend chaque définition, on représente comme un graphe individuel, puis on fait l'union. S'il n'y a pas de questions sur comment créer les dictionnaires, je vais passer aux structures à l'intérieur des dictionnaires. Donc là, je vais juste décrire rapidement les quatre, puis après, on va entrer en plus de détails. Donc, comme je commençais par ici, donc, comme Étienne l'a mentionné, il y a beaucoup de mots qui sont non définis et qui ne sont pas utilisés pour être définis dans un dictionnaire. En fait, la grande majorité des mots sont en général pas utilisés pour en définir d'autres. On va voir ça plus en détail plus tard. Donc, le reste, c'est un processus, c'est les mots qui sont obtenus lorsqu'on les retire récursivement tous les mots qui ne sont pas définis et tous les mots qui ne sont pas utilisés pour en définir d'autres. Ces mots-là, ça va faire plus de sens dans quelques slides. Donc, le noyau, c'est vraiment c'est ce qui est obtenu une fois qu'on a retiré récursivement tous les mots qui sont non définis et non définissants. Le noyau, lui, il va être composé de cœurs et de satellites. Donc, le noyau, c'est juste l'ensemble des cœurs et des satellites qui, eux, sont des
composantes fortement connexes que j'ai mentionnées au début de la présentation. Une chose qui est importante à retenir, c'est que on appelle le cœur parce que c'est vraiment la plus grosse composante fortement connexe. Puis jusqu'à présent, au travers de toutes les langues, là, ça peut être présenté aujourd'hui, mais dans tous les dictionnaires, que ce soit chinois, ça, tu sais pas, mais chinois, français, anglais, tous les dictionnaires, une fois qu'on obtient le noyau, ils vont tous avoir une composante fortement connexe immense, qui va être comme plusieurs milliers de mots. Puis il va y avoir un autre ensemble de milliers de mots qui forment les satellites, mais disons, le plus gros satellite dans les dictionnaires en général, ça va être entre 8 et 20 mots. Ça va être des milliers de petits satellites de 2 à 8 mots en général. Donc, il y a toujours un immense cœur et plein de petites composantes fortement connexes au travers des langues. Donc, ça, déjà, on va voir ça dans la tête tantôt, mais c'est quand même une structure qu'on retrouve dans les dictionnaires, peu importante. Donc, là, je vais juste donner un exemple très simple de c'est quoi la kernellisation. Donc, c'est un processus donc, on veut retirer les mots qui sont non définis puis les mots qui sont non définissants. Là, ça, c'est vraiment un exemple jouet minuscule. Donc, en théorie, donc, comme on l'a démontré tantôt, un mot qui ne serait pas défini, ce serait un mot qui n'aurait pas d'arc entrant. Donc, a priori, on voit ici un seul mot qui n'a pas d'arc entrant. Donc, ça serait un mot non défini. Celui-ci n'a pas d'arc sortant. Donc, ça serait un mot non définissant. C'est vraiment, mais comme je dis, ça, c'est vraiment un exemple jouet, banal, parce que dans la vraie vie, c'est beaucoup plus dense et complexe que ça. Donc, on peut les identifier. Mais une fois qu'on a identifié puis retiré ces deux mots-là comme étant non définis et non définissants, bien, on peut générer des nouveaux mots qui sont non définis et non définissants. Donc, si par exemple, lui, avant X13 définissait X14, le X14 a été retiré, lui aussi ne définit plus rien. Donc, ça serait récursif, on repart une deuxième fois, on identifie un autre mot non défini, un autre mot non définissant. On peut les retirer à leur tour, puis ça nous donne cette structure-là finale. Donc, ça, c'est vraiment une simplification de comment on fait ça. Donc, on identifie tous les mots qui sont non définis, non définissants, on les retire un après l'autre. Puis quand on les retire, bien, on peut en générer d'autres non définis, non définissants, donc on vérifie. Puis c'est comme ça qu'on retire la majorité des dictionnaires la plupart du temps. Donc, ça, c'est comme ça qu'on a... Nicolas, oui, est-ce que les deux choses que tu enlèves, les mots non définis, c'est un bug. Les mots non définissants, c'est une qualité. Oui, tout à fait. Mais oui, ça, c'est très important. Donc, une différence avec des travaux antérieurs qui a été fait dans le projet du dictionnaire, c'était que, en fait, l'origine, c'est qu'un autre professeur de l'UQAM, Alexandre Bondemassé, était tanné du fait que les dictionnaires disent, nous avons tous les mots définis dans notre ensemble. Or, quand on les transforme en graphes, on réalise qu'il y a beaucoup de mots qui ne sont pas définis. Donc, c'est normal qu'il y ait pas de mots, qu'il y ait beaucoup de mots non définissants dans un dictionnaire, puis qu'il y a beaucoup de mots dans la langue de tous les jours, comme ptérodactyle, qu'on n'utilise pas pour en définir d'autres. Par contre, des mots non définis, comme Étienne vient de dire, c'est un bug. Il ne devrait pas y en avoir. Donc, ça, c'est une correction supplémentaire qui a été faite dans les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, qui était faite avant, donc, de retirer les mots non définis. Puis il y en a quand même quelques-uns par dictionnaire. On en a une dizaine environ pour les gros dictionnaires. Maintenant que j'ai expliqué comment donc on obtient un noyau, donc on peut voir que ça, c'est notre noyau. On a retiré tous les mots non définis et non définissants. Donc là, on se retrouve ici avec trois composantes fortement connexes. La plus grande serait celle-ci, puisqu'elle est composée de 1, 2, 3, 4 sommets. Donc, elle, on pourrait dire que c'est notre cœur et eux que c'est des satellites. Mais encore une fois, c'est vraiment une sursimplification. Oui? Supposons qu'un mot est défini par trois mots. Ouais. Un de ces trois mots-là, il est non défini. Lors de la kernalisation, disons, dans la première occurrence, on va enlever ce mot-là qui est non défini. Ça signifie que maintenant, le mot qui était alors défini par trois mots, maintenant, il est sous-défini par deux mots. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Mais c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on veut reconstruire par la suite le dictionnaire. Donc, c'est vrai que je pense que, comme ça, je pense que je dirais que c'est quasiment un... C'est sûr que ça fait que donc certains mots vont perdre de leur puissance définitionnelle puis qu'on va en retirer par canalisation, mais ils sont réacquis par la suite. Donc, on reconstruit le dictionnaire inversement. Okay. Mais effectivement, je pense que aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça se veut de nature approximative. Donc, il y a beaucoup d'approximations déjà dedans. Donc, ça, c'en est juste une supplémentaire. Donc, maintenant que j'ai expliqué comment on fait pour obtenir le noyau, le cœur, aussi, kernalisation, c'est parce qu'en anglais, on appelle ça un kernel, donc c'est un anglicisme. Donc maintenant, j'aimerais parler de comment est-ce qu'on fait pour identifier l'ensemble d'ancrage minimal. Donc, la raison pourquoi, moi, il y a 6 ans, je me suis intéressé à la théorie des graphes, c'est parce que
Il apparaît qu'on peut répondre à la question, c'est quoi le plus petit ensemble de mots que je dois connaître dans une langue pour apprendre tous les autres? C'est équivalent de se poser la question, c'est quoi le plus petit ensemble de mots que je peux retirer d'un graphe tel que le graphe devienne acyclique? Donc, on va tout déconstruire ça. Donc, il a été démontré il y a plusieurs années par le professeur Bourdin-Massé qu'il y a une équivalence entre donc, la question de l'ensemble d'ancrage minimal et du minimum feedback vertex set, qu'on appelle en français le transversal de circuit de cardinalité minimale. Donc, ça, c'est ces gros mots qui veulent dire, je répète, c'est quoi le plus petit ensemble de sommets qu'on peut retirer d'un graphe, tel que le graphe devienne acyclique. Maintenant, on va définir c'est quoi acyclique. Acyclique, ça veut dire dépourvu de cycle. Maintenant, l'explication et la démonstration de l'équivalence entre un Minset et un Eves serait beaucoup trop lourd en logique et en mathématiques formelles, donc c'est pas démontré ici. La référence est ajoutée, je vous invite à le lire si ça vous intéresse vraiment, mais ici, je vous invite juste à comme, accepter qu'il y a une équivalence, que ça a été démontré par des mathématiciens, des logiciens, et on peut aller de l'avant avec ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver un ensemble d'ancrage minimal? On veut trouver son transversal de circuit de cardinalité minimale, qui est le plus petit ensemble de sommets, tel qu'il n'y ait plus de cycle dans ce graphe-là. Maintenant, c'est sûr qu'en regardant ce graphe-là, je suis pas sûr que la plupart d'entre vous pourraient me dire rapidement à l'œil nu c'est quoi une solution optimale. Mais pour les fins de l'exemple, on va vous démontrer la solution. Parce que je veux ajouter une chose, c'est que le minimum feedback vertex set, en fait, c'est un des problèmes qu'on dit NP difficile ou NP complet qui a été décrit par Karp. Donc ça veut dire que c'est un problème pour lequel il n'y a pas de solution algorithmique facile. Donc, s'il y a des grosses instances, donc des très gros graphes, on n'est juste pas capable de répondre à la question. Donc, des fois, si le dictionnaire est trop gros, ben, on pourrait faire rouler un ordinateur jusqu'à la fin thermique de l'univers, puis on n'aurait pas de réponse. Donc, comment est-ce qu'on fait alors pour approcher la question de l'ensemble du minimum feedback vertex set dans les très gros graphes? Ça, c'est un sujet très actif en recherche très, très chaud. Mais nous, dans le fond, on utilise une méthode qui a été développée à l'interne par la professeure Odile Marcotte, qu'on appelle aussi, qui est proche de l'approche qu'on appelle SEGAR dans la littérature, pour ceux qui aiment la recherche opérationnelle et la combinaison optimatoire. Donc, je vais revenir à l'exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le transversal de circuit de cardinalité minimale de ce dictionnaire-là? Bien, on prend chaque cycle, on les transforme en des contraintes, puis on prend tous les mots du dictionnaire, on les met dans une équation, puis on veut minimiser cette équation-là. Donc ça, c'est de la programmation linéaire en nombres entiers. L'idée, c'est que on veut prendre le plus petit nombre de mots du dictionnaire qui va le rendre acyclique. Pour que le dictionnaire soit acyclique, il faut que chacun des cycles soit couvert par au moins un nœud. Parce que si on retire un seul mot d'un cycle, le cycle est brisé. Donc, c'est une manière mathématique de représenter donc, chaque cycle, de trouver un ensemble qui nous permettrait de respecter toutes les contraintes. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins un mot choisi par contrainte. Donc, dans un exemple comme ça va, c'est simple. On peut facilement énumérer les cycles élémentaires. C'est sûr qu'on pourrait dire que X2, X1, X3, X2, c'est un cycle, X3, X2, c'est un cycle, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, nous, on devrait trouver les cycles élémentaires. Donc, ça, c'est assez facile à énumérer. On peut obtenir ça. Par contre, dans un dictionnaire, dans le cœur, on va avoir des milliers de mots, des dizaines de milliers de relations définitionnelles. OK, oui, excusez-moi. Donc, quand on utilise ce système d'équations-là, on peut rapidement trouver ces trois réponses-là. Donc, X8, c'est une solution optimale par rapport à X7 et X9 parce que X8 couvre ce cycle-là ainsi que ce cycle-là. Mais donc, ça, c'est assez facile à couvrir mathématiquement. Par contre, dans les faits, énumérer des cycles, c'est absolument irréaliste. C'est un autre problème qui s'appelle dièse P complet. Les mathématiciens s'intéressent, mais ça veut dire donc que si notre solution dépend de l'énumération des cycles, ben, ça ne fonctionne pas. On peut pas. On pourrait rouler jusqu'à la fin, encore une fois, thermique de l'univers avant qu'on ait fini d'énumérer tous les cycles. Donc là, on n'est pas aidé. On a deux problèmes. On ne peut pas énumérer les cycles, puis c'est difficile en soi de trouver le plus petit ensemble de sommets tels que les graphes deviennent acycliques. Donc, l'approche qui est utilisée a quatre composantes, puis je vais vous montrer un algorithme après qui va le résumer. C'est simple. Donc, quand on veut trouver le transversal de circuit de cardinalité minimale d'un graphe, on peut seulement trouver ceux des composantes fortement connexes. Donc, disons, pour reprendre l'exemple de tantôt,
si moi, au lieu d'essayer de représenter en système d'équations toutes les composantes, tous les cycles du graphe, je peux décomposer en composantes fortement connexes, puis trouver les solutions de chacune des composantes fortement connexes et combiner leurs solutions ensemble. Ça va me donner l'ensemble d'ancrage minimal du graphe. Donc, sur ça, il y a deux choses à dire. C'est que, en fait, comme j'ai dit plus tôt, dans le noyau, on a essentiellement une composante fortement connexe et plusieurs milliers de satellites. Or, les satellites sont de taille triviale. Donc, trouver leur solution, trouver leur MFVS se fait en des fractions de secondes, ce n'est pas un enjeu. Ce qui est un enjeu, c'est donc les cœurs, qui, eux, sont plusieurs milliers de mots avec des dizaines de milliers de relations définitionnelles. Donc, pour ça, on doit utiliser la méthodologie que je vous présente depuis tantôt, là, qui est de transformer les cycles en contraintes. Puis on utilise ce qu'on appelle les cœurs réduits. Donc, on m'a dit pas trop rentrer dans les détails, mais dans le fond, les cœurs, ils sont tellement gros que des fois, c'est impossible de trouver une solution en temps réaliste avec nos solveurs. Donc, on veut réduire leur taille. On utilise ce qu'on appelle des réductions de graphes en théorie des graphes, qui sont donc des stratégies pour retirer des mots et des relations définitionnelles qui correspondent à des critères qui nous permettent d'affirmer, par exemple, ah, ces sommets-là ou ces relations-là définitionnelles n'ont rien à voir, ne vont jamais être dans un MFVS. On peut le retirer. Ou au contraire, ah, ce mot-là va faire partie d'un ensemble d'ancrage minimal. Donc, on vient construire des solutions partielles des cœurs en les réduisant, puis on vient aussi identifier des mots qui ne seront jamais là. Donc, j'explique ça en détail parce qu'en fait, le seul problème qu'on a, c'est trouver les ensembles d'ancrage, les MFVS des cœurs réduits. Puis pour ça, on utilise toutes les stratégies qu'on a. Donc, passer le plus de réduction possible, utiliser le plus puissant ordinateur et la plus efficace représentation du problème en programmation linéaire en nombres entiers. Donc, deux derniers éléments de cet algorithme-là, avant que je prenne l'algorithme en soi, c'est juste que dans le fond, comme j'ai dit, on ne peut pas énumérer tous les cycles d'avance, c'est absolument impossible. Donc, on commence par une énumération progressive. Donc, on va prendre juste les cycles d'une certaine taille, puis essayer de les identifier. Puis trouver des solutions pour des cycles d'une certaine taille, puis après ajouter d'autres cycles, voir si la solution est vérifiée, continuer à l'agrandir comme ça. Et ça va être plus quand je vais changer de slide. Et le dernier élément, c'est que on utilise une relaxation linéaire aussi, parce que même commencer avec des plus petits cycles, c'est pas suffisant, c'est trop demandant en temps de computation, trouver des MFVS. Donc, on fait une relaxation linéaire qui donc permet des valeurs. Si je reviens à mon ici, les mots peuvent soit être ou ne pas être dans un ensemble d'ancrage minimal. Tu sais, on peut, si c'est juste des valeurs entières, donc ils pouvaient soit être ou ne pas être dans un ensemble, dans un MFVS, mais on peut faire une relaxation linéaire, donc qui permet des valeurs continues. Ça, c'est juste, encore une fois, des stratégies pour nous aider à nous rapprocher d'une solution, parce que c'est super complexe à calculer. Donc, ça, c'est l'algorithme qui a été développé par Odile Marcotte il y a plusieurs années. Donc, l'idée, c'est, comme j'expliquais, on part avec une famille restreinte de cycles, on trouve une solution optimale pour une relaxation linéaire. Tant qu'on est capable de trouver des solutions optimales, tant qu'on est capable d'améliorer la solution, on rajoute des cycles. À un point, on n'est plus capable de trouver une solution plus optimale. On enlève la relaxation linéaire, on revient en nombres entiers, et on dit jusqu'à qu'on ait une solution qui soit optimale. Donc, je vais passer rapidement sur ces détails-là, mais c'est l'idée générale. Donc, maintenant que j'ai pris trop de temps à parler des graphes, je vais vous parler rapidement des structures des dictionnaires résultantes. Donc, une fois qu'on a fait tout le travail de réduction des graphes, on peut se tourner vers les dictionnaires. Donc, moi, je vais vous parler des résultats de 8 dictionnaires anglais et 2 dictionnaires français. WordNet, Merriam-Webster, le Wordsmith Educated Dictionary Thesaurus, le Longman, le Cambridge et 3 autres dictionnaires du projet Wordsmith qui sont faits pour les apprenants. Donc, peut-être une première chose que je veux porter attention à, c'est qu'il y a une distinction entre ces 5 dictionnaires-là et ces 3 dictionnaires-là. C'est que ceux-ci sont faits pour les usagers avancés, ceux-ci sont faits pour les enfants et les apprenants. Donc, eux contiennent en termes absolus beaucoup plus de mots. Donc, ça, c'est proportionnel là, parce que, disons, lui, il y a 146 000 mots, alors que celui-ci en a environ 6 000. Oui? Quand on dit apprenant, est-ce que c'est les personnes qui apprennent un langage? Ben, le WLDT est fait explicitement pour ça. Par contre, le WILD est fait à mi-chemin entre pour les enfants et les apprenants, mais le WCDT est fait pour les apprenants. C'est le Wordsmith Children Dictionary Thesaurus. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc,
je vais passer rapidement, parce que dans le fond, ce que je fais, c'est surtout préparer le terrain pour ma cause qui va vraiment vous parler en détail des résultats de ce qui se passe ici. Mais une chose que je voudrais porter attention à, c'est qu'on remarque que dans les dictionnaires pour adultes ou pour usagers avancés, il y a une proportion beaucoup plus grande de mots non définis et non définissants. Ça, c'est parce que naturellement, dans les dictionnaires pour adultes, on va trouver des concepts plus avancés, plus abstraits, qui sont peut-être moins utilisés pour en définir d'autres. Surtout WordNet, qui n'est pas un dictionnaire à proprement parler, mais un réseau sémantique qui va contenir en plus des concepts propres ou des noms propres ou des adjectifs reliés à des noms propres, qui eux vont jamais être, par exemple, dire quelque chose qui est lynchien ou quelque chose qui est kafkaesque, c'est pas. C'est pas des définitions qu'on trouverait, par exemple, dans un dictionnaire pour enfants, mais on va trouver ça dans un dictionnaire pour adultes, par exemple. Puis, donc, je ne veux pas trop vendre le punch de Marcos, mais il y a il y a quelque chose à retenir du fait que dans le dictionnaire pour apprenants, une plus grande proportion des mots se retrouvent dans le cœur que dans d'autres dictionnaires. Puis ça a rapport au fait de quels mots les enfants maîtrisent, quelle proportion des mots que les enfants maîtrisent se retrouvent dans le cœur. Mais ça sera discuté après par Marcos. Euh, euh, Ouais, c'est bon temps. Et ça, c'est la structure des dictionnaires français. Donc, une chose déjà, donc là, ici, on a deux dictionnaires français. On a le Trésor de la langue française informatisé. Ça, c'est un dictionnaire qui est fait par des lexicographes pendant plusieurs décennies dans des équipements de l'Académie française. Et ça, c'est le Wiktionnaire qui est fait en libre accès, open source, partout dans le monde. Donc, c'est deux cas différents de dictionnaires. Donc, ici, on a un dictionnaire continuellement retravaillé, auquel on intègre des nouveaux mots, des régionalismes, du slang, de partout dans le monde, de toutes les régions. Alors qu'ici, on n'a pas plus formel que ça. C'est des vieux monsieur de l'Académie française qui ont fait ça pendant des décennies, puis qui ont dit, ah, ça, c'est le vrai français pur, et donc oui, c'est la différence entre les deux dictionnaires. C'est un phénomène qui n'existe en francophonie, dans aucune autre Oh, langue. ben, effectivement, pour chez l'Académie. Puis une chose qui est intéressante ici, c'est que donc ça, c'est des dictionnaires pour usagers avancés. On peut remarquer qu'on a quasiment 50% du mot qui est dans le noyau. Pourtant, quand on regarde les dictionnaires anglais pour usagers avancés, euh, on n'en a pas un là, qui se rapproche du 25%. Donc, ça approche des questions intéressantes de qu'est-ce qui explique ça. Donc, est-ce que c'est parce que les académiciens ont un travail qui est inhéremment supérieur à ceux de tous les lexicographes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est propre au français? Parce que on voit que le Wiktionnaire est fait par des gens lambda dans la rue qui les remplissent, mais pourtant, on a quand même un cœur significativement plus gros que les autres dictionnaires pour adultes. Donc, il y a une question de poser, est-ce que c'est proprement au français ou est-ce que c'est la manière que les lexicographes français travaillent? C'est des questions pour le futur. Puis dans le fond, je pense que j'ai déjà trop parlé. Une chose que je vais finir sur, c'est je vais juste parler rapidement de c'est quoi les prochaines étapes. Donc, une chose qu'on veut faire, c'est travailler d'autres dictionnaires. Donc, là, en ce moment, des dictionnaires français, anglais. On est en train de travailler des dictionnaires chinois et des langages des signes. On aimerait ça aussi. Je pense que moi, personnellement, mes rêves, c'est qu'il n'y a pas de limite. On pourrait faire toutes les langues du monde et tout sortir ça. Une autre chose que je voudrais mentionner, c'est que, je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a une autre composante à ce projet-là qu'on pourrait s'intéresser à, c'est l'idée de transformer les définitions de dictionnaire en des formalismes sémantiques. Donc, des formalismes sémantiques, si on veut, c'est... OK. Bonjour, professeur Batchev. Euh, euh, excusez-moi, ça prend 2 secondes. Oui, donc, formalisme sémantique. Donc, les formalismes sémantiques, c'est, disons, des formalismes qui sont inventés souvent par des lexicographes et des linguisticiens pour représenter le sens des mots avec un pseudo-langage qui voudrait être plus explicite que la langue naturelle. Donc, les formalismes sémantiques veulent représenter le sens des mots d'une manière plus explicite que le langage. Donc, ça, c'est leur position. Donc, on a le abstract meaning represented. Oui? Je ne vais pas t'interrompre, mais en fait, c'est juste pour, par rapport à ce que tu venais de dire, tu sais que, bon, là, le fruit du travail que vous faites, là, c'était sur dictionnaire français, anglais, éventuellement mandarin, moi chinois, puis la langue signée. Oui. En fait, pourquoi vous avez fait
ce choix-là et puis pas plutôt y aller par parenté de langue, exemple français, langue latine, et puis à la base langue indo-européenne, et puis qui aurait un sens, puis il y aurait une parenté qui serait plus facile, je pense. La réponse est vraiment moins intéressante que ça. C'est qu'est-ce qui est disponible, en fait. Nous, on a utilisé ce qui était disponible à l'époque, qui sont donc des... Parce qu'une chose que j'ai sauté, c'est que, dans le fond, tu sais, pour transformer un graphe en dictionnaire, il y a personne qui s'est assis avec un dictionnaire en papier, puis qui les a écrits. Donc, on utilise des formations, on utilise des dictionnaires digitaux. Il faut qu'ils aient un certain format pour qu'on puisse les traiter. Donc, ça prend un certain effort de trouver ces dictionnaires digitaux-là. Donc, on fait comme ce qui pendait bas. Donc, Il faut faire ça pour la discussion après, parce que Marcos, oui, Marcos va parler Marcos aussi. a besoin de... Oui, attends, je pense que le temps est passé. Donc, donc c'est ça. Donc, AMR, Abstract Meaning Representation, mais la chose que je veux mentionner, ce qui est intéressante, il y a un professeur qui s'appelle Roberto Navigli qui va venir parler plus tard. Lui et son équipe, ils ont développé quelque chose qui s'appelle le BabelNet Meaning Representation. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment d'intérêt pour notre travail parce que, dans le fond, ça nous permettrait de traduire des dictionnaires en BabelNet Meaning Representation. Ça, c'est un réseau sémantique où un mot défini est relié de façon multilingue avec la définition du mot dans d'autres langues, ainsi que des images et du son. Donc, c'est un réseau sémantique multilingue et multimodal. Donc, ça nous permettrait de faire des liens en plusieurs de nos dictionnaires de langue. Et la très courte dernière chose que je vais mentionner, c'est par rapport à ce que vous avez parlé plus tôt, le fait qu'on conserve juste la première définition. Ça, c'était parce qu'on on pouvait pas désambiguer correctement quelle heure, en fait? Je veux juste voir si j'ai le temps d'expliquer ça. Je veux pas... OK, je vais faire ça excessivement rapidement. C'est ma faute, moi j'ai parlé trop longtemps. Non, c'est pas vrai. Donc, pourquoi est-ce qu'on garde juste la première définition? C'est parce que, dans le fond, dans un dictionnaire, on a un problème. Quand on va prendre une définition comme une pomme rouge, un red round fruit, ben, ça se peut que round ait trois définitions différentes. Donc, le round peut être soit comme ça peut être circulaire, le fait de se promener, ou le fait d'arrondir, par exemple, en anglais. Donc, comment est-ce que je fais pour, comme moi, disons, je dessine mon graphe pour dire, bon, ben, est-ce que je pointe de round 1, de round 2 ou de round 3? Nous, notre solution, c'était de dire, bon, ben, il n'existe que round 1 parce que tu ne peux pas avoir un humain qui va les désambiguer. Maintenant, on a des LLM, donc on peut les faire travailler pendant des heures et des heures pour faire ça pour nous. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre chaque définition d'un dictionnaire et une immense base de données. Puis, par exemple, fournir un LLM dans du code. Comme vous savez, vous avez peut-être déjà travaillé avec ChatGPT en interagissant avec un chatbot, mais vous pouvez aussi coder avec lui. Lui, il va juste comme réagir à votre code. Donc, une méthodologie que j'ai développée, c'est la suivante pour désambiguer les dictionnaires. On prend la définition a red round fruit, on fournit un prompt au LLM suivant. Donc, what is the intended definition of the word amongst the following? Puis on lui donne au préalable ce qu'on a formaté correctement round 1, round 2, round 3, chacune des définitions. Puis là, il dit, réponds-moi seulement avec round X, quelle définition que tu veux. Et ça nous permet de construire des phrases comme ça. Donc, red-3, round-1. Puis ça nous permettrait donc d'utiliser toutes les définitions de tous les mots. Et ça va aussi faire qu'il y aura moins un graphe dense et on pourra plus facilement trouver les ensembles d'ancrage niveau. Donc, je vais m'arrêter sur ça et je vais laisser Bravo, Bruno, voilà, adresse-toi. Marcos? Oui. Oui, je suis là. Veux-tu partager ton écran comme ça tu as le contrôle pour changer les slides? D'accord. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait, merci. Eh bien, d'abord, merci Étienne et Nicolas euh, pour avoir commencé la présentation comme ça. Je suis ravi d'être là avec vous. J'espère que vous me compreniez. Il y a la question de l'accent et tout, mais si jamais je dis des choses incompréhensibles, là, vous m'arrêtez s'il vous plaît et je vais essayer de réélaborer tout. OK. Eh bien, je vais essayer de vous parler un peu de corrélation psycholinguistique qu'on a trouvé sur ces structures de dictionnaire générées par des graphes comme Nicolas vient d'expliquer. Euh, on a entamé ce travail avec plusieurs essais de corrélation psycholinguistique
Il y en a 3 qu'on a retenus dans un travail précédent qui a été publié en 2016. Je crois d'ailleurs que vous connaissez ce travail. C'est le travail qui avait comme auteur principal euh, Philippe Vincent-Lamarre. Et dans ce travail, il était question de fréquence, âge d'acquisition et concrétude comme mesure psycholinguistique, comme variable psycholinguistique. Et les 3 semblent être très intéressantes pour nous parce que, bon, d'abord, la fréquence, ça a un rapport avec la familiarité des mots. Ça veut dire que plus un mot est fréquent dans des corpus enfin de textes réels en langue écrite, euh, plus ces mots ont des possibilités d'être familiers pour les usagers de la langue. Et pour l'âge d'acquisition, c'est évident, étant donné que il s'agit d'essayer de trouver l'ancrage symbolique des mots. Donc, on veut savoir quels sont les mots qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et aussi pour ça en rapport avec la concrétude, parce que pour les mots qui sont liés à l'expérience sensible, il est tout à fait normal euh, de s'attendre à ce qu'ils soient des mots liés à des notions concrètes, enfin des objets sensibles. N'est-ce pas? Parce que, en tout cas, on s'imagine en apprentissant les langues que il y a des adultes autour qui viennent et qui montrent les choses, qui nous disent les noms des choses, etc. Bon. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait. Et si vous connaissez l'article dont je vous ai parlé, vous connaissez aussi ces graphes. D'abord, pour la fréquence. Vous voyez ici, j'espère que les couleurs soient suffisamment claires pour vous, mais on a 3 barres. La toute première barre ici à gauche représente les chœurs. Et vous voyez que les chœurs ont une fréquence. Ici, c'est une fréquence normalisée dans un corpus assez large. Euh, et on a ces genres de chiffres-là, 3,26, qui est à comparer avec ce qu'on trouve sur le satellite. C'est donc une structure intermédiaire. Les satellites, ils font partie du noyau des dictionnaires, euh, mais ils sont en dehors du cœur, en dehors de cette composante fortement connexe. Et donc, le fait des fréquences est aussi moyen pour eux. Euh, les deux ensemble, ils en font le noyau du dictionnaire. C'est la ligne pointillée ici, qui est représentée par cette moyenne des structures. Et puis là, c'est la fréquence moyenne pour le reste du dictionnaire. Donc, en gros, vous voyez que pour n'importe quel dictionnaire, ici, il y en a 4, hein, le dictionnaire de Longman, de Cambridge, etc. On voit que le cœur contient le mot le plus fréquent, suivi par le satellite. Et très au-delà, très en arrière, on a le reste du dictionnaire. Ça veut dire que le cœur, il est constitué par les mots les plus fréquents. N'est-ce pas? Bon, on s'y attendrait, c'est normal. D'abord parce que, comme ce sont des mots qui sont utilisés dans la définition, sont utilisés pour définir d'autres mots, euh, ils sont toujours là dans le dictionnaire. Ils réapparaissent partout dans le dictionnaire. C'est normal que le lexicographe choisisse ces genres de mots-là, ce sont des mots les plus connus, pour faire des définitions d'autres mots, qui sont des mots définis par eux. OK. Pour ce qui est de l'âge, on a montré aussi que les cœurs contiennent en moyenne les mots qui sont acquis à l'âge la plus jeune des enfants. Et c'est l'inverse donc du graphe des fréquences. Alors ici on a le cœur, ici on a le satellite, ici on a les restes du dictionnaire. La différence est importante entre le cœur et les restes. Et puis, dernière mesure, celle qui est la plus controversée, c'est celle de la concrétude. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi elle est problématique. Mais en tout cas, là, vous avez des effets mixtes. Le satellite possède les mots euh, le plus concret de tous. Eh bien voilà. Mais
il faut critiquer ces résultats. Je vais passer un peu vite sur ça. Euh, pourquoi critiquer les résultats? Eh bien, parce que euh, il y a d'abord la constitution du corpus. Et ce corpus a été constitué d'abord pour la fréquence. Il a été constitué par un corpus des sous-titres des films. En pensant que ces sous-titres-là, ils sont ce qu'on a de plus proche de la langue spontanée. Si l'on prend un corpus de langue écrite, tout simplement, comme des livres, là, on a un vocabulaire spécifique, c'est un vocabulaire savant, c'est pour les gens qui lisent. Donc, c'est pas de la langue naturelle, c'est pas de la langue spontanée. En se disant que les sous-titres sont plus proches de l'expérience naturelle parce que le film contient de dialogues censés être naturels, donc, ces genres de corpus est plus adéquat que d'autres genres d'informations qu'on pourrait assembler. Mais il n'en reste pas moins que ce sont toujours des corpus littéraires, parce que c'était écrit par des écrivains et performé par des acteurs, n'est-ce pas? Puis pour l'âge d'acquisition, c'est encore plus grave, parce que la seule échelle qu'on avait pour l'âge d'acquisition a été constituée avec des questionnaires appliqués à des adultes en leur demandant à quel âge ils songeaient avoir appris de tel ou tel mot. Vous voyez, donc, dans ma tête, moi, j'imagine que j'ai appris le mot pomme quand j'avais 6 ans. Eh bien, je n'ai aucun moyen de vérifier si c'était le cas. Et comme ça, ils ont constitué un corpus qui est tout à fait artificiel, mais dont les auteurs soutiennent qu'il est fortement corrélé avec l'expérience réelle. C'est à voir. Bon, et puis pour la concrétude, c'est plus ou moins pareil. Et on a demandé à des gens quels sont les mots qu'ils considèrent les plus concrets, en sachant que la notion des concrets ici, ça a rapport avec le sensoriel évoqué par les mots. Mais dans ce sens-là, dans ce sens de sensoriel, il est difficile de détacher les mots de l'expérience vécue. Alors, un fruit qui a été vu, mangé, acheté, etc., par un locuteur, il lui semblera plus concret qu'un autre fruit qu'il ne connaît pas de lui-même, qu'il ne connaît que par lui dire. Donc, ce sont des critiques importantes lorsqu'on essaye d'établir des vraies échelles psycholinguistiques pour les mots. Eh bien, donc, euh, devant ça, on a essayé de retrouver des données plus réalistes pour étayer nos résultats. Et on a donc pensé à Childs. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez jamais entendu parler de ça. Childs, c'est une base de données euh, d'enregistrement de situations de dialogue avec des enfants à partir de quelques semaines de vie jusqu'au début de l'adolescence, enfin jusqu'à 12 ans, je ne sais pas quoi. C'est- c'est, mais on a beaucoup plus de données sur de petits-enfants, des bébés, etc. Bon, là, ce sont des vraies données d'acquisition. J'aimerais vous montrer ce que ça donne. Il faut dire aussi ces données-là, ils sont compilées depuis les années 1960. Donc, c'est quelque chose de bien connu dans la littérature. Voilà, je ne sais pas si ma police des caractères ici ne serait pas trop petite pour vous, euh, mais en tout cas, là, vous avez une transcription d'un dialogue qu'on trouve dans Childs. Et donc, vous voyez ici, il y a une mère, il y a Mot, là, ça veut dire mother, et puis ici, CHI, c'est pour l'enfant. Et c'est là, c'est un dialogue entre une petite fille d'1 an avec sa maman. Et c'est ça ce que vous avez. Donc, vous voyez, on a ici la mère qui demande What's that? Et puis l'enfant qui répond U. C'est ça sa réponse. Et c'est ça les mots.
que cet enfant produit à cet âge-là. La mère insiste, etc. L'enfant va finir par dire, en répétant les mots de sa maman, elle va finir par dire yeah. C'est le mot le plus fréquent de ces dialogues avec l'enfant de cet âge-là. Et c'est le genre de choses qu'on s'attendrait à retrouver dans des vraies situations de dialogue entre mère et enfant, de tout petits enfants, de bébés. Et petit à petit, cet enfant, il commence à construire un vocabulaire. Euh, c'est un vocabulaire des mots ordinaires, de mots de jouets, d'objets retrouvés dans la maison, etc. Et ça évolue au fur et à mesure. Bon, voilà. Euh, on a donc pris ces dialogues-là, on a tout nettoyé, on a enlevé les mots fonctionnels dont Étienne et Nicolas vous ont déjà parlé. Et on a pris d'autres dictionnaires, des vrais dictionnaires des langues anglaises. On a travaillé avec le matériau de la langue anglaise parce que, comme Nicolas nous a expliqué, euh, c'est ce qu'il y avait de plus disponible. Mais on essaye aussi d'entamer nos recherches sur d'autres langues, sur le français notamment, mais aussi le chinois, et il y en a d'autres. Euh, mais bon, pour l'anglais, on a utilisé cet petit ensemble de 6 dictionnaires. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais bon, après, WordNet, ce n'est pas vraiment un dictionnaire, c'est une base de données structurée, lexicale, très importante. Et très importante aussi pour les recherches en tout ce qui a rapport avec le mesure psycholinguistique. Ce sont des recherches faites sur ordinateur. WordNet est là depuis les années 80 et ça reste de ressources très importantes. Bon. Euh, mais sinon, pour les autres, il y a ces dictionnaires-là qui ne sont pas des vrais dictionnaires, ça s'appelle des thésaurus, hein, n'est-ce pas? Et ils sont ciblés sur un public spécifique, hein. C'est pour l'apprentissage de l'anglais. Et sinon, Longman et Cambridge, là, ce sont des vrais dictionnaires de l'anglais, des gros dictionnaires, etc. Bon, alors, euh, maintenant avec Childs, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend les données de ces dictionnaires pour voir combien les enfants connaissent des mots qui sont placés sur les structures du dictionnaire, en sachant que si l'enfant il connaît déjà bien les noyaux du dictionnaire, donc il peut générer les dictionnaires en entier, n'est-ce pas? Et puis, dans les noyaux, vous avez le cœur qui en occupe la plus grosse partie. Et là, je peux vous montrer que les enfants, ils connaissent déjà 72% et 77% des gros dictionnaires. Euh, Cela laisse envisager, par approximation, que ces enfants sont presque à la mesure de régénérer les dictionnaires en complet, avec les informations qu'ils ont, avec le vocabulaire qu'ils ont. Et ce sont des données réelles cette fois-ci. Mais il y en a plus. Nous avons aussi, en effet, pour le satellite, les satellites ne sont pas aussi bien connus des enfants. Vous voyez la différence entre les proportions ici. C'est intéressant de penser que les mots qui sont connectés davantage entre eux, ce sont les mots que les enfants connaissent le mieux. Ce sont les mots du cœur. Euh, pour le kernel, bon, enfin, il est à mi-chemin entre le satellite et le cœur. Et pour le reste des dictionnaires, vous voyez, alors, un petit enfant, ils connaissent très peu de LDOS, par exemple, de Longman, comme totalité, n'est-ce pas? Ça veut dire que presque tous les mots que l'enfant connaît, ce sont des mots placés à l'intérieur de ces structures en termes de dictionnaire. Ah, ça change ici pour le dictionnaire qui était spécifiquement construit pour ceux qui apprennent la langue. Donc, ce sont de petits dictionnaires déjà, et ce sont des dictionnaires à des mots choisis, n'est-ce pas? Pour ce qui est du cœur de ces dictionnaires, vous voyez, l'enfant arrive à dominer 92% de ces cœurs. C'est énorme. Bon, mais
comme je vous avais dit, dans Childs, on a des enfants de tout âge, même des grands enfants, 11 ans, etc. Mais il y en a très peu de données pour ces enfants-là. Alors, pour les petits enfants, à 3 ans, jusqu'où ils peuvent aller avec leur connaissance des structures. Et je vous dis, ils vont très, très loin. Ici à gauche, vous voyez la barre que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, pour le care de Longman, les enfants, ils connaissent dans tout Childs, à tout âge, ils connaissent jusqu'à 72%. Mais si on restreint ces données-là aux enfants de 3 ans jusqu'à 3 ans, de 0 à 3 ans, ils en connaissent déjà 67%. Donc, il n'y a presque pas de différence entre les connaissances des enfants, les connaissances lexicales des enfants après 3 ans pour la formation des structures centrales des dictionnaires. C'est un autre résultat que je considère intéressant. Euh, et puis, juste pour en finir là-dessus, euh, on pourrait se demander aussi, mais quels sont ces mots qui font partie du cœur d'un dictionnaire et que les enfants ne connaissent pas? Il faudrait faire une étude plus approfondie là-dessus, mais ce sont des mots plus rares qui sont dans le cœur, sont moins fréquents dans le dialogue naturel. Vous voyez en anglais, il y en a qui sont plutôt insolites, il y en a d'autres qu'on connaît bien, mais qui manquent au vocabulaire des enfants à cet âge-là. Euh, Ce sont des mots qu'ils vont donc représenter après avec euh, avec le processus d'acquisition normale du lexique, mais qui ne connaissent pas à leur plus jeune âge. Il n'en reste pas moins que euh, c'est étonnant combien on connaît déjà du vocabulaire à 3 ans et combien ça pourrait, ça nous permettrait de dominer par extension du graphe du vocabulaire dans sa totalité, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, en gros, c'est ça ce que j'avais à vous montrer ici. Merci de votre attention. Question ouverte maintenant. Ou est-ce Comment je fais qu'il reste pour une arrêter? Ah oui, seconde? voilà, je ne suis pas très habitué à Zoom. Il y a des questions par rapport à ce que c'est discuté. Euh, Éventuellement, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Ouais. Bah, peut-être c'est évident pour tout le monde, mais qu'est-ce que vous appelez une définition dans le dictionnaire sur, j'utilise assez souvent le Trésor de la langue française, la version en ligne du CNRTL. Puis, par exemple, là, j'ai pris un mot au hasard, caisse. La vraiment partie définition qui explique représente une dizaine de lignes sur 80 lignes. Le reste, c'est des exemples, l'étymologie, des citations d'auteurs. Donc, dans ce genre d'analyse, si je, par exemple, caisse, grande boîte généralement en bois, mais après, il y a toute une citation de Roger Martin Dugard, Note sur André Gide. Est-ce que le titre du livre de quel c'est tiré, Note, fait partie de votre analyse de réseau, ou est-ce que c'est vraiment juste la partie qui explique? Et puis, c'est pareil dans tous les dictionnaires, même en anglais, etc. Mais je peux répondre rapidement à cette question-là. Donc, pour les dictionnaires français, le pré-traitement en soi a été fait par des anciennes étudiantes de l'UQAM. Mais essentiellement, pour répondre à la question, donc la partie qui est retenue, c'est seulement donc quand on utilise le traitement dans la langue française, la définition, j'ai envie de dire à proprement parler. La partie jaune. Oui, c'est la partie jaune, exactement. Ok. C'est exactement la partie jaune. C'est juste ce qu'on a Ok. conservé. Puis Ok. on jette comme le nom masculin ou comme le. Donc, il y a un pré-traitement qui est propre à chaque dictionnaire français. Et pour les mots, ben, c'est encore pire en anglais, qui ont plein de formes. C'est quoi que vous retenez? Le verbe, le nom? Tu sais, si on pense à On 7, retient 1, 7, l'équivalent. 7, 7. C'est l'équivalent de ce que je viens de vous décrire dans le fond pour le TLFI. Donc, si disons, dans le L, disons, c'est que nous, on utilise un format digitalisé où en fait, euh, ça va déjà être séparé. Donc, il va avoir comme un symbole, puis en dessous, plus loin, il va avoir une ligne qui s'appelle définition. Donc, le pré-traitement a déjà été fait et ça contient juste l'équivalent de la partie jaune du TLFI. Tout le reste, comme les prononciations, tout, citations d'auteurs, tout ça, c'est filtré. C'est retiré. Non, non, je veux dire quelle forme? Est-ce que vous retenez le verbe, le substantif, l'adverbe?
Parce que des fois, ça peut. Tu sais, par exemple, set en anglais, un set de table, la définition fait environ 50 pages. Donc, j'ai compris, vous prenez la première, mais c'est à la fois un verbe, un nom, Oui, ou est-ce que vous les considérez comme deux mots différents? ben, donc ça, c'était un enjeu de notre méthodologie. Avant, on les aurait considérés comme le même mot dans le sens où on conserve que la première définition d'un mot et on assume qu'à chaque fois que ce mot est utilisé dans une définition, c'est dans le premier sens. Donc, si un mot donné, le premier sens, c'était un nom, mais qui se retrouve utilisé dans un cas comme, dans une définition comme étant un verbe très clairement, mais notre ancienne méthodologie va quand même le faire pointer vers le nom. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai proposé une méthodologie qui va nous permettre justement de casser ça. Donc, ça, c'est ce que vous mentionnez, c'est effectivement c'est une approximation qu'on fait qui vient, disons, perdre un peu de précision. Je ne sais pas si Euh, ça. euh, Oh, c'est oui, une bien sûr. question très intéressante, Patrice, mais il faut savoir aussi que c'est pas dans tout le dictionnaire qu'on a la distinction entre les homonymes. J'ai vu qu'il y avait cette question d'ailleurs avant Mm. sur les homonymes. Il n'y a pas toujours cette distinction entre les homonymes et la polysémie, c'est-à-dire Mm. les différentes acceptions du mot, n'est-ce pas? Il y a des Mm. dictionnaires qui considèrent que c'est tout simplement des différentes acceptions, soit c'est issu de l'extension sémantique des sens, que c'est la polysémie, soit c'est à cause des coïncidences de la forme expressive, que c'est l'homonie, peu importe. Donc on a plusieurs définitions liées aux acceptions. Parce que toujours, la définition, c'est une définition de l'acception. C'est pas tout à fait une définition du mot, mais de sa acception spécifique. Et Mm. là, on en prend la première et on enlève tout le reste. Et c'est évidemment quelque chose qui appauvrit les possibilités L'analyse. expressives. Oui, ouais, tout à fait. Par exemple, Oui. avocat, c'est un mot ou c'est deux mots pour vous? Vraiment, là, c'est pas la même étymologie, pas le même. Ça a beau être un nom, j'avoue. C'est ouais, un exemple très concret. Vous C'est l'analysez traité comme comme un un seul mot, mot. avocat, ou un seul mot, Oui. alors que c'est pas la même étymologie, pas la même. Effectivement, vu que c'est des raisons pour les fins de minimum feedback vertex set, il faut qu'on ait des étiquettes uniques au sommet attribuées. Hmm. Donc, quand on recrée, quand on voulait faire le lien entre les mots définis, mais quand on prend dans l'exemple que j'ai donné tantôt de red round fruit, ben round, quand on lit la définition, il n'y a pas moyen de savoir si c'est round 1, round 2 ou round 3. Nous, en tant qu'humains, c'est quelque chose qu'on fait assez trivialement. Dans certains cas, c'est assez trivial, dans certains cas, c'est plus complexe. Donc, nous, on a vraiment pris le choix vu qu'il n'y avait pas. Quand ce choix-là était fait en 2008, à l'époque aussi, il n'y avait pas de LLM. Donc, quoi, la notion de désambiguer un mot dans une définition est encore plus insurmontable. Donc, je pense qu'en 2008, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens de faire cette approximation-là. Je pense qu'aujourd'hui, on connaît toutes les solutions algorithmiques qui s'offrent à nous, donc ça peut presque sembler choquant, mais dans la présentation, j'ai passé rapidement sur ça, mais c'est un important problème, la désambiguisation des sens des mots. C'était pas notre intérêt, a priori, de la désambiguisation du sens des mots. Merci. Oui. J'ai une question par rapport à l'ancrage. Si on dit que l'ancrage direct est nécessaire pour qu'on comprenne, alors on peut dire qu'à partir du noyau, on comprend le reste. Pour répondre spécifiquement, c'est que, dans le fond, l'ancrage n'est pas dans le noyau ni dans le cœur, il est dans l'humain qui apprend à lire. Donc, je me suis perdu sur mon fil de réflexion. Donc, la question, c'est quoi le plus petit ensemble? Il y a deux types d'ancrage, l'ancrage direct et l'ancrage indirect. Maintenant, je pense pas que l'ensemble du noyau est ancré directement. Donc, ce qui est ancré directement, et là, je fais attention à ce que je dis, parce que ça, c'est très controversé. Comme, quels seraient les premiers mots qui sont ancrés directement par les enfants? Ça, on n'émet pas d'hypothèse sur ça, mais donc, dans le noyau, il va en avoir de ces mots-là qui sont ancrés directement, mais c'est pas tout le noyau. Et donc, l'autre partie de la question, c'était est-ce que, et comme Étienne a dit au début, le noyau, c'est un dictionnaire en soi. Donc, tout ce qui est dans le noyau peut être utilisé pour définir ce qu'il y a dans le noyau et ce qu'il y a dans le reste. Donc, c'est un ensemble d'ancrage, mais il n'y a pas d'ancrage direct de dissonance. Je ne sais pas si ça correspond à la question. Mais dans le fond, ma question, c'était plus par rapport, dans le fond, l'ancrage direct, parce que là, on est vraiment, ma question est vraiment par rapport à l'ancrage direct ou indirect. Est-ce que l'ensemble des mots ont besoin d'être ancrés directement
Non, justement, la grande puissance du langage, c'est qu'on peut utiliser le langage indirect. Donc, seulement à partir d'un ensemble de mots qui sont ancrés directement, nous, par apprentissage verbal, on est capable d'acquérir des nouvelles catégories, mais il faut à quelque part qu'il y ait un ensemble de mots qui a été ancré. C'est un peu ça le problème de la récursion là, qui a été évoqué plutôt par Étienne pour c'est quoi le problème de l'ancrage. Donc, pourquoi est-ce que je peux pas prendre un dictionnaire chinois pour apprendre? Donc, je me perds dans ma réponse, mais euh, ce que je veux en dire, c'est que il faut vraiment voir certains ensembles de mots qui sont déjà ancrés, puis c'est à partir de ces ensembles-là qu'on peut acquérir par ancrage indirect les autres. Mais pas tous les mots sont ancrés directement, c'est sûr. Et les comprendre. Donc, une fois qu'on a utilisé des mots qui sont ancrés pour définir des mots. Ouais, mais par exemple, un nouveau mot qu'on ne connaît pas, Exactement. trois mots qu'on connaît déjà le sens. Oui. Alors là, on va les comprendre. La question la question de comprendre, fait que il y a ça peut être une question qui est intéressante. C'est quoi la différence entre, disons, l'ancrage, la compréhension? C'est quoi le lien avec le sens? Euh, je pense que il y a beaucoup de choses à dire. Je me tourne instinctivement vers Étienne, mais je veux quand même essayer une fois, puis corrige-moi si je suis incorrect. Mais ce que j'ai goût de dire, c'est que donc l'ancrage, c'est pas le sens. L'ancrage, c'est quoi précisément chez les humains? On le sait pas. Donc, on peut dire, donc, pour moi, tu sais, ancrage quasiment comme un mot comme matière sombre ou matière, on sait pas c'est quoi. On sait pas comment les humains le font, mais on sait que ça doit se passer, mais on sait pas c'est quoi le mécanisme précis. Donc, ça, c'est dire c'est quoi l'ancrage. Maintenant, c'est quoi le sens? Le sens, c'est quelque chose que les individus ressentent quand. Donc, que tu comprennes ou pas un mot, c'est quelque chose que tu ressens. Donc, il y a un lien entre ça, mais ça, c'est du ressenti, c'est pas du ressort de l'ancrage en soi. Oui, mais il y a quelque chose entre les trois, n'est-ce pas? Je te laisse, Passer une catégorie, c'est une sorte de chose. Tu peux apprendre quelle sorte de chose est mangeable ou pas mangeable. Disons deux catégories, mangeable et pas mangeable. On peut apprendre ça sans la langue. On apprend par essai et erreur en essayant à manger ou pas manger, ce qui est mangeable et ce qui n'est pas mangeable. Et le mot quand on arrive au mot, il s'agit des référents et non pas de sens. Les mots, excusez si vous n'avez pas l'habitude de le considérer comme ça, les mots n'ont pas de sens. Ce qui a de sens, c'est une affirmation, une proposition de dire, par exemple, que les champignons avec les têtes rouges sont mangeables. Cette phrase a du sens. On sait ce que ça veut dire. Et si tu demandes, est-ce que quelqu'un, lorsqu'il savait ce qui était mangeable et ce qui était pas mangeable, et qui a appris à partir de cette description où on a dit ce qui est l'attribut des champignons mangeables auquel il faut faire attention en décidant si on mange ou on ne mange pas, ça c'est le sens. Le reste, le référent, c'est juste un son arbitraire qu'on ajoute à quelque chose qu'on fait. Il faut faire cette distinction. Sans ça, on va toujours parler des sens des mots et on va poser des questions comme Anakim, qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils connaissent. Mettez tout ça à côté. Il y a des situations où il faut faire ceci, où il faut faire cela. Ceci est correct, ceci est incorrect. Il faut l'apprendre. Rien à voir avec le langage. Il y a beaucoup d'espèces qui font ça. Notre espèce est spéciale en ce sens que, beaucoup de mauvais sens, y compris ce qui est dans Washington actuellement, mais notre espèce est spéciale en ce sens qu'il a la langue naturelle. La langue, c'est la capacité d'émettre des phrases, sujet, prédicat, valeur véridique, vrai ou faux, ils comprennent, ils transmettent, etc. Ça, c'est la langue. L'ancrage, l'ancrage indirect n'est pas la langue. C'est tout simplement l'apprentissage de la catégorie. Et en plus, si j'ajoute une étiquette à la catégorie, je dis ces choses rondes, enfin, je parle, ces choses rondes et sucrées que je mange,
que je sais que je mange et je mange pas les balles de golf, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je peux faire et un singe peut faire. Je sais et lui le sait, mais c'est pas de la langue. Lorsque j'ajoute l'étiquette, je vais appeler ces choses que je mange rouge, avec pomme. C'est toujours pas la langue. La langue entre lorsqu'on peut en faire une proposition, lorsqu'on peut en faire une définition, une description qu'on comprend, et donc il y a un sujet, un prédicat et une valeur véridique, vrai ou faux. Les border collies qui réagissent aux mots et qui savent, par exemple, taper sur les boutons pour faire un mot, ben, c'est pas de la langue, c'est juste de l'apprentissage. L'ancrage, si on veut, indirect, très, très bon, mais c'est rien à voir avec la capacité de produire des propositions, d'avoir la langue, comme les humains. Ce serait intéressant. Dis un, deux mots avant de laisser sortir. Je navigue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une question deux questions même. Moi, c'était juste par rapport à l'ancrage, là. Ben, Pour la seconde question, en fait, c'était juste pour ajouter à la conversation. Mais je voyais qu'on aurait pu parler de l'ancrage comme simplement une association, tu sais, entre un. Non, sûrement pas. C'est une discussion qu'on peut avoir, là, mais Sûrement pas. parce que mais moi, j'ai goût de donner ma réponse à ça. C'est que si on parle des humains, les humains, on n'a aucune idée comment ça fonctionne. D'abord, ce qui est certain, c'est que c'est pas une association. Parce que là, ce qui est très populaire, c'est d'avoir des modèles d'intelligence artificielle qui vont, je sais pas écrire, mais comme, qui vont avoir du blablabla. Tu vas le mapper avec une image, puis tu vas dire ça, c'est de l'ancrage. Ça, ça c'est pas l'ancrage que nous on parle. Parce que nous, on sait pas comment ça se passe. On peut parler d'ancrage dans les modèles, mais il faut savoir que tout ce qu'on veut dire, c'est une association de 0 puis des 1 à d'autres 0 puis des 1. Ça n'a rien à voir avec l'ancrage, si on veut s'en souvenir. Mais c'est un mot très trendy en ce moment. On va voir dans la littérature, dire, on fait des visually grounded LLMs parce qu'on a juste des mots associés à des images, des mots associés à des sons, mais ça ne se rapproche pas Bref, l'association est un mot creux. Laisse tomber, ça n'explique rien, ça ne veut rien dire. Ça n'explique rien. Ici, si tu veux vraiment savoir, tu arrives avec un organisme non humain ou un humain, les enfants de Marcos, etc. Quand ils apprennent quelque chose, ce n'est pas de l'association. Ce n'est pas de l'association. Ça n'explique rien de dire coller cette étiquette arbitraire à cet objet. Il faut avoir l'objet. Donc, il faut d'abord apprendre ce que c'est que cet ensemble de choses que je voudrais étiqueter avec ce mot-là. Donc, l'étiquetage est trivial et n'explique rien et ne veut rien dire. Et les sciences cognitives, croyez-moi, sont plein de mots creux comme ça. C'est juste, je pourrais tout de suite raconter un tas. Si vous vivez avec l'expression l'ancrage, comme Nicolas vit avec ça, c'est vraiment, ce n'est que de la frustration d'entendre d'autres utilisant le mot sans tenir compte du fait que on peut l'utiliser avec association pour faire des explications creuses. On pourrait dire que les border collies ont le sens ancré de ce qu'on est pas. J'adore les border collies, extrêmement intelligents. C'est même, je dirais que la grande question avec les border collies et de beaucoup d'autres espèces, c'est comment ça se fait, étant aussi intelligents qu'ils le sont, qui n'ont pas fait le tour jusqu'au langage, où ils pouvaient parler et ils pouvaient vraiment faire des affirmations vraies et fausses. Mais ils ne peuvent pas. Des grands malheurs. Question. Tout à l'heure, vous avez parlé de poursuivre votre travail et de transformer des mots de dictionnaire en formalisme sémantique. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de comment faire? Est-ce que vous allez du coup créer un dictionnaire avec un mélange de textes, d'images, de sons? En fait, je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est le sujet de une partie de mon projet de maîtrise, en fait. Ce qu'on faisait essentiellement, je ne peux pas dessiner là, mais donc, je peux quand même répondre à la question rapidement. Donc, tantôt, ce qu'on a défini, c'est que quand on se remet une définition en graphe, on avait toujours ce format-là où on avait les mots qui sont définis, qui pointent vers ça. Ce qu'on a fait pour les formalismes sémantiques, puis ce qu'on pense faire aussi pour le BabelNet Meaning Representation, c'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre la même phrase, disons, on peut prendre une définition d'un dictionnaire, tu la fournis à un LLM, puis le LLM va te cracher le formalisme sémantique.
Ceux formalistes qui nous intéressent, nous, c'est l'Abstract Meaning Representation, le Permanent Meaning Representation, parce que eux, ils ont la particularité d'avoir des... donc, c'est comme des pseudo-langages, si on veut, puis ils ont un nœud spécial qui représente la relation définitionnelle. Donc, si vous vous demandez comment on fait pour les créer, c'est qu'on prend la phrase, on a comme, disons, X, c'est le mot défini, là, on a plein de mots dans la définition, n'est-ce pas? On prend cette définition-là, on la transforme en une phrase. On dit X is defined as définition ou d'autres structures. On la fournit à un LLM, puis on demande à un LLM de nous sortir un graphe qui va avoir la forme suivante, où ici on aurait le mot X défini, puis ici on aurait la définition transformée dans un formalisme sémantique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des LLM qui créent des graphes. Donc, ça, c'est deux graphes qui sont équivalents. C'est juste que lui, donc, il a été traduit en plein de nœuds, disons, de formalisme sémantique. Puis, ce qu'on fait, c'est que nous, on valide que ce graphe-là a une bonne forme comme ça, où on a un mot défini en haut, puis un ensemble de mots qui le définissent, qui sont reliés par un nœud. Donc, les Abstract Meaning Representation et les BubbleNet Meaning Representation sont des arbres acycliques. Donc, il y a toujours un nœud racine, deux affaires comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on contourne, on fait une opération de bypass, on efface ça, on rajoute les arêtes définitionnelles parce qu'on dit, ah, tous les nœuds qui sont ici, qui sont reliés à ce mot-là par ce nœud-là, entretiennent une relation définitionnelle. Donc, ça, c'est comme ça qu'on recrée cette structure-là. Mais ça, c'est aussi ça complexifie le dessin, mais vu qu'on est dans de l'abstract meaning representation ou dans un formalisme sémantique, on a aussi d'autres types d'informations comme des relations sémantiques. Parce que l'abstract meaning representation, ça n'a pas juste des relations définitionnelles, ça va avoir aussi des relations sémantiques comme qui fait quoi à qui, qu'est-ce qui est mangé, et beaucoup d'autres. Donc, c'est comme ça qu'on ferait essentiellement. Puis là, si on les désambigue avec la méthodologie que j'ai proposée, on pourrait avoir un mélange de comme désambigué avec les formalismes sémantiques, mais l'avantage avec BubbleNet Meaning Representation, c'est que quand on plongerait X dans son comme l'équivalent BubbleNet Meaning Representation, ben, dans une immense structure de données, ça va être relié à X dans une autre langue, et avec sa propre définition, et aussi des images, et puis ça aura des implications. Ça serait de l'ancrage associatif qui n'est pas de l'ancrage du tout, là, qui est juste du mapping. Ça peut peut-être faire du mapping intéressant pour le développement d'agents. Donc, par exemple, si je prends une orange, enfin le mot orange et puis du coup la couleur et le fruit, par exemple, peut-être qu'ici au Québec, du coup, une orange, c'est orange. Je sais, enfin, moi, de là d'où je viens, une orange, on a la particularité, en fait, ce sont des oranges vertes. Nos oranges, à nous, elles sont vertes. OK. Du coup, c'est, en fait, avec ce que vous avez prévu de faire, vous pensez ancrer, mais associer. Ouais, c'est vrai. J'ai dit ancré avec des fins humoristiques, là, parce que c'est vraiment. Donc, ça serait intéressant pour le développement d'agents artificiels pour l'automatisation, mais là, la question de est-ce que dans notre BubbleNet Meaning Representation, à quel point les régionalismes sont pris en compte là? Si je dis au Québec, une orange, c'est nécessairement un fruit orange, mais que si je me déplace ailleurs, ça va être un rival, ben, ça dépend de Roberto Navigli, de comment il a développé le BubbleNet Meaning Representation. Donc, moi-même, je ne pourrais pas dire. L'heure de quoi va pas. C'est la première conférence. Il va pas parler de ça. Il ne va pas parler de ça, par contre, Roberto Navigli. Il parle d'autre chose complètement. J'ai oublié c'est quoi, mais il ne parle pas du BubbleNet Meaning Representation. Mais dis-leur de quoi il va parler. Je ne me souviens plus par cœur de ce qu'il va parler. Je pense que... OK, c'est bien. Vous êtes libérés. Merci d'avoir participé.